et l'assembleur pour un programme donné. Donc, on commence toujours par le premier exercice qui porte sur le concept général. Vous avez toujours des séries de questions et vous devez répondre par vrai ou faux. On commence par la première question. Donc, la première question vous dit que le compilateur de langage évolué, tel que le C, C++, Fortran ou autre, peut générer des pseudo-instructions assembleurs. Tout d'abord, il faut comprendre c'est quoi un compilateur. Donc, un compilateur, généralement, composant, qui va faire la traduction de votre langage principal, qui met le C, Java, ou ce qu'on appelle langage évolué, ou là, le niveau élevé. Est-ce qu'il peut générer des pseudo-instructions assembleurs? Donc, qui peut me dire c'est quoi des pseudo-instructions? Qu'est-ce qu'on veut dire par pseudo-instructions? Les pseudo-instructions, c'est des instructions qui nous aident à comprendre le code, alors que le processeur, il y a pas avec l'instruction. Très, très bien. Pseudo-instruction, le mot pseudo. Pseudo, c'est quelque chose qui n'existe pas réellement, là, qui ressemble à quelque chose. Donc, c'est pas vraiment une instruction réelle dans l'assembleur ou là, qui va être exécutée ou traduire par le CPU d'ANA ou le processeur. C'est une instruction qui nous aide, nous, à comprendre en quelque sorte la logique ou pour être remplacée en quelque sorte par des instructions réelles. Maintenant, est-ce que le compilateur peut générer ce genre d'instructions? Je pense non, parce que s'il génère les pseudo-instructions, alors حبرك يزيد الخدمة l'assemblage. Du coup, je pense non. C'est vrai, normalement. D'accord. Donc, ce qui dit votre collègue est logique, parce que le compilateur, en quelque sorte, en principe, il doit préparer des instructions, le cas en principe, c'est pas des instructions réelles. Maintenant, on va en quelque sorte ajouter plus de travail à notre assembleur. Son raisonnement est correct. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le compilateur, en quelque sorte, quand on utilise un compilateur, il ne sait pas à quel système il a affaire en quelque sorte. C'est-à-dire, vous, quand vous allez installer, par exemple, l'outil pour réaliser des programmes en Java ou là en C, l'outil que vous allez installer, c'est vrai que peut-être ils vont vous demander l'architecture, est-ce que c'est 32 bits, 64 bits, le système d'exploitation, mais à aucun moment on spécifie est-ce que c'est Intel ou autre système. Là, on comprend que peut-être le compilateur, pour éviter qu'il ait en quelque sorte une information directe par rapport au système, il peut utiliser dans ce cas-là des pseudo-instructions qui vont peut-être être traduites différemment selon le processeur utilisé. Donc, fait la question, on peut dire que le compilateur, oui, il peut générer des pseudo-instructions. Ensuite, l'assembleur peut traduire ensuite les pseudo-instructions en instructions réelles par rapport au système. Donc, en quelque sorte, il y a une couche intermédiaire entre le compilateur et le système TANA, ou le processeur TANA, qui est l'assembleur. Maintenant, le compilateur, il peut ne pas générer des pseudo-instructions, il a en quelque sorte des pseudo-instructions, mais s'il ne sait pas comment le système TANA actuel, réel, matériel, il traduit ou il réalise des instructions, donc il peut utiliser les pseudo-instructions qui seront en quelque sorte après suivies par un assembleur. Donc la réponse à cette question, c'est que oui, le compilateur, il peut dire une pseudo-instruction. Ensuite, l'assembleur, il ne va pas exécuter les pseudo-instructions, il va les traduire en instructions exécutables par la machine cible. Ensuite, il y a des codes machine ou le processeur. Donc, la réponse à la première question, c'est vrai. Est-ce que c'est clair? Oui.
Maintenant, en quelque sorte, c'est pour ça qu'il y a un système d'exploitation. Parce qu'en principe, tous les programmes qu'on exécute sur notre machine n'ont pas des informations exactes sur ce qu'on utilise comme matériel. Exactement le matériel, comment il fonctionne. Quel est le système d'exploitation, quel est l'assembleur qui vont gérer ça. Ensuite, on a le deuxième point, le 1.2. Donc, dans le 1.2, on vous dit que l'objectif principal de l'outil assembleur est de générer un code machine optimisé. Avant de répondre à la question, qui peut me dire c'est quoi un code machine? C'est en quelque sorte la représentation binaire de l'instruction avec l'adresse, l'hsab les types, si c'est un R, un J ou bien un I. Très, très bien. Quand vous savez, quand on a commencé à le modèle, à un moment donné, le CPU TANA ou le processeur TANA, il ne fait que des calculs. Maintenant, pour faire des calculs, donc on a le codage qui passe l'information, sera codé en nombre. À un moment donné, quand il fait des calculs, alors que, en principe, c'est une machine. Donc, quand il trouve le 5, il ne comprend pas qu'est-ce que c'est un 5, ou là, il trouve le 6, etc. Donc, on a à un moment donné, il y a des transistors, on va dire qu'il y a des tensions, disons, le courant électrique, ou une icône bas, ou l'icône élevée, et ça représente les 0 et des 1. Maintenant, à la fin, le processeur TADA, pour exécuter une instruction, pour lui, il va avoir que des 0 et des 1. Maintenant, avec le 0 et le 1, pour nous, êtres humains, c'est difficile à interpréter. C'est pour ça que là, on a le niveau le niveau d'abstraction. On a le code assembleur. Maintenant, à la fin de le code assembleur, il sera traduit en des 0 et des 1. Maintenant, qui va faire ça? C'est l'outil assembleur. Donc, le compilateur, il fera le code, c'est un Java ou la Fortran ou autre chose, il va générer un assembleur. Le code assembleur, il sera exécuté par l'outil assembleur pour générer le code machine. Et à la fin, le code machine TANA, il sera exécuté par notre processeur afin de générer en quelque sorte résultat de notre programme. Très bien. Maintenant, est-ce que l'assembleur, celui qui va optimiser le code machine? C'est pas la fonction du compilateur. Très, très bien. Donc, c'est le compilateur qui va faire, en quelque sorte, la traduction. Alors, tout simplement parce que l'assembleur, il va vérifier est-ce qu'il y a des pseudo, s'il vous plaît, par rapport aux dessins à côté là. Donc, je ne sais pas comment les enlever. Donc, je disais, essayez de supprimer des annotations. Je n'ai pas trouvé l'endroit. Parce que... Alors, c'est pas grave. J'espère que vous n'aurez plus de ça. Alors, je disais que c'est pas l'assembleur, là, je pense que l'assembleur, en quelque sorte, la mission terre, c'est de traduire les pseudo-instructions en instructions réelles. Ensuite, il va coder ça en code machine. C'est vrai que qu'un autre tâche qui mal, il va résoudre, il va faire des calculs des adresses, etc. On verra ça plus tard dans mais il ne va pas coder, remplacer les instructions pour dire voilà, à des instructions, à des trois instructions, ou là, par exemple, à de la variable, réellement, mais elle est déclarée pour le code, donc on va l'optimiser. Non. Il y a par exemple une boucle infinie, donc l'assembleur, il va faire le code d'un boucle infinie. Et vous avez déclaré plusieurs variables
dans votre code après que l'outil assembleur ne va pas corriger ça. C'est le compilateur en quelque sorte qui va essayer de minimiser l'utilisation de la mémoire, etc. Une fois qu'il trouve l'assembleur, c'est le même code qui sera généré et on va le garder, on ne va pas le modifier. Donc, c'est pas l'assembleur, c'est le compilateur qui va essayer d'optimiser ce que vous avez écrit dans votre programme. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, c'est Très clair. bien. Maintenant, le 1.3. On vous dit que les adresses de destination de toutes les instructions de saut est complètement déterminée après l'édition de lien. Je rappelle que la question, c'est que vous avez en quelque sorte des instructions de saut, les firmes le jump, etc., JAL, JR, toutes les instructions qu'on utilise dans notre branchement. Donc, là, on vous dit, est-ce que les instructions, ou les adresses de ces instructions, pardon, sont toutes déterminées maintenant. On remplace les labels dialogue par des adresses après l'édition de lien. Qui peut me rappeler c'est quoi l'édition de lien? Voilà le linker en quelque sorte. L'édition de lien, c'est dès que par exemple par exemple soit une instruction de condition ou alors un jump, vu qu'on peut pas mettre l'adresse 32 bits le code machine, du coup on utilise on fait en sorte de partir ligne par ligne. Et du coup, pour partir ligne par ligne, il faut d'abord faire l'édition de lien. Ensuite, il faut d'abord écrire le code ligne par ligne. Après l'avoir rendu normal, après les pseudocodes, on le fait ligne par ligne et ensuite on fait l'édition de lien pour les jumps et pour les conditions. Il a une certaine relation avec ça, l'édition de lien. Mais est-ce que son rôle se limite juste par rapport les adresses, etc. C'est quoi son rôle exact? C'est pas beaucoup plus. C'est par exemple si on a un appel de fonction qui est par exemple dans un autre fichier ou avec le fichier نعيطوا في le code تاعنا. On peut pas connaître l'adresse تاعو et du coup l'éditeur de lien هو اللي يجبد l'adresse. D'accord. Hada, c'est un autre rôle. Mais de façon générale, un éditeur de lien, c'est quoi? Quand vous avez un programme, généralement, le programme est écrit en plusieurs fichiers. C'est rare où tout un programme, un seul fichier, .c par exemple, ou .h, etc. Donc, qu'est-ce qu'il va faire l'édition de lien? Il va en quelque sorte diviser on appelle l'éditeur de lien, votre programme sera divisé en ce qu'on appelle des modules. Parce que tout simplement, imaginons que comme un programme, le programme, il utilise des bibliothèques, des routines, etc. Après, vous allez modifier quelque chose. Donc, le fait de modifier quelque chose, donc en principe, là, il y a le code assembleur. Tout le code, il sera compilé. Le code ADAC, une fois compilé, il sera traduit en code machine. Comme le programme il sera exécuté. Donc, on a une seule modification, un seul point, elle nécessite le compilateur le code machine. Alors que c'est une perte de temps. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que le programme divisé par des tâches, par des modules, le fait que quand il y a une modification un seul module, où les autres modules ne vont pas être changés, la compilation, la génération, l'assembleur et le code machine, alors le module. Donc, c'est pour ça qu'on a 1000 lignes de code qui est divisé en, disons, 50 modules, 50 modules, par des modules avec 50 lignes de code, donc vous faites les calculs. واحد برك راح يدير فيه les modifications. Donc c'est pas la peine de compiler les 1000 lignes de code, ونعاود ندير l'assemblage, ندير code machine, etc. Ensuite, pour générer le programme final, لازم ندير ce qu'on appelle l'intégration dans le code تاعي. Chaque module que j'ai généré, نعاود
المهم باش ندير un code exécutable. Donc, chaque portion, ou chaque module, ou chaque objet qui m'a le parcours, le cycle de vie, chaque objet, il sera intégré باش on forme l'exécutable تاعنا. هذاك l'objet en lui-même, qui m'a dit votre collègue, il fait des appels à des fonctions, ou les fonctions sont définies dans un autre objet. D'accord. Disons que le fichier TRL, j'ai fait des appels, des fonctions dans le fichier deuxième. Donc, le fichier lourd m'indique l'adresse, c'est-à-dire l'assemblage entre les deux. De lien. En plus de ça, maintenant, en plus des adresses, il va générer un seul en-tête, un seul segment de données, un seul segment de code, etc. Il va résoudre également les adresses. Maintenant, la question est-ce que toutes les adresses le programme je ne parle toutes parce que est complètement il n'y a aucune adresse après l'édition de lien les bases par la page où il ne sait pas en quelque sorte dans mon programme. Est-ce que c'est le cas ou pas? Ça devrait pas être fait au niveau de l'exécution. Bah, c'est quand on exécute que les adresses doivent être bonnes. Donc, je pense que c'est faux, non? Parce que quand on fait des sauts vers des registres, etc., je pense que c'est au niveau de l'exécution, on peut connaître leur adresse. Voilà. Très très bien. Là, c'est le point. Alors, parce qu'il y a des jumps, il y a des sauts où ils ont des niveaux. Chaque jump ou chaque branchement, la résolution terre, elle dépend de l'étape de la navette. C'est comme un exemple. Quand on parle de loop, on a des loop, une boucle. Donc, loop, c'est le même programme, le même bout de code. Donc, mettre chaque édition de lien, parce que le module en lui-même. Par contre, le Kendero appelle à une fonction. La fonction arrive dans un autre module. Là, nous édition de lien. Par contre, il y a un autre type qui m'appelle votre collègue, et la valeur de l'adresse, il y a un registre, ou une variable. La valeur marche l'exécution. Est-ce que c'est clair? Comme c'est comme un petit programme, donc je vais écrire par exemple un petit programme. Donc, c'est pas correct à 100%, mais essayez de comprendre la logique. Essayez de comprendre que dans un programme, avec une condition, donc la condition a dit, par exemple, il y a la condition est vérifiée, donc c'est go to adresse, disons, 1, else go to adresse 2. Là, logiquement, on peut comprendre que une condition, on va avoir une adresse de un jump. Maintenant, la compilation, le moment d'assemblage, moi, je sais est-ce que la condition elle est vérifiée ou pas. C'est un dire l'exécution. D'accord. Comme on dit l'exécution, donc là, ça dépend de l'exécution. Qui m'appelle votre collègue, dans un registre. Avec le registre, il y a l'adresse 1 ou l'adresse 2. Donc, la valeur de le registre, de l'exécution, je ne peux pas la connaître, même qu'il y ait l'édition de lien. En quelque sorte, le cas de ma complètement, la réponse était vraie, parce que la plupart ont résolu au moment de l'édition de lien. Pendant l'édition de lien, après l'édition de lien. Après l'édition de lien, c'est principalement les instructions avec un registre. Donc, un jump, registre, ou GAL, ou le label ou le branchement, direct, enregistré ou stocké dans un registre. Est-ce que c'est clair? Oui. 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 Est-ce que c'est clair pour les autres? Très bien. On reviendra sur ces notions-là, les autres exercices, mais c'est très important
de répondre à des questions de cours pour voir est-ce qu'il y a des points où vous l'avez pas bien compris ou il y a des points où le cours, il faut le revoir, etc. Donc, les questions, je pense. Donc, on passe au deuxième point. Le deuxième point, vous avez la compilation de programmes. En quelque sorte, si vous avez un programme qui est écrit en langage C, ou là, qui m'a le diagramme qui schématise le processus de création. Vous avez dans un premier lieu, vous avez le langage. Ça me dérange un petit peu. Monsieur, je crois qu'il y a la gomme à droite, les gars, au milieu à droite. Non, là, c'est un PDF. Mais c'est par rapport à Zoom. C'est parce que si j'arrête le partage momentanément. Voilà. En principe, il arrête le partage à la fois. Voilà. Alors, donc là, vous avez un programme qui est écrit en C. Regardez bien, donc, on a un include. Donc, le include, en principe, est notre programme qui sont en quelque sorte résolus, en quelque sorte dans l'assemblage. Mais bon, quand vous écrivez un code en langage C, votre compilateur, pour détecter les erreurs et pour essayer d'optimiser votre code, il va générer un langage assembleur qui peut contenir des pseudo-instructions. Ensuite, vous avez ici le langage assembleur. Le langage assembleur, là, c'est le rôle de l'assembleur et éditeur de liens pour générer en quelque sorte le code machine. Donc, le code machine, il est généré en quelque sorte à partir de notre assembleur. Là, vous pouvez voir également que les instructions sont sur 32 bits. On reviendra sur la notion après. Ensuite, regardez bien, après le code machine, vous avez le système d'exploitation qui va interpréter le code machine pour faire l'exécution de votre programme. Donc, le système d'exploitation, comme son nom l'indique, c'est un système qui est utilisé pour exploiter la machine, le CPU ou la RAM ou la autre chose. Là, de façon générale, c'est le chemin. Maintenant, juste après, vous avez en quelque sorte certaines questions. Donc, on commence par la première question. La première question, on vous demande, la question est simple. Combien de passages dans le code l'outil assembleur doit effectuer et pourquoi cela? C'est-à-dire, afin de générer le code machine, combien de passages à la gamme le langage assembleur? Est-ce que c'est 1, 2, 3 et pourquoi? Monsieur, dans un seul fichier? Dans un seul fichier, oui. C'est 2 fois. 2 passages. Pourquoi? Parce que il va essayer de prendre les instructions, genre il va essayer de déterminer les adresses et les étiquettes. Et puis le second, il va essayer justement de coder avec les instructions les références. Par exemple, on a loop et on a J-loop. Donc ça, c'est le premier passage. Et quand par exemple, on a and, donc il va prendre par exemple, si le truc n'est pas référencé au début, par exemple, on a fait que and alors qu'on ne connaît pas réellement l'adresse de l'étiquette and de la تحتها. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de 2 passages. Il faut d'abord faire un passage de reconnaissance. Exactement ça. Voilà. Regardez bien le code qui marque exactement votre code. Regardez bien le code. Le cas, par exemple, on fait une exécution séquentielle. Et à chaque fois, on va essayer de trouver les branchements. Regardez bien. À un moment donné, là, l'exécution, je vois que label loop est défini dans la ligne 8. On suppose qu'il y a l'adresse de loop. Par contre, il me demande de faire un branchement vers 1. Alors que actuellement, on a une ligne 8. Mais je ne sais pas où il arrive le code. Donc, je vais appeler à AND. D'accord. Donc, comme l'exécution est à un moment donné, il y a un loop. Mais AND, en quelque sorte, je ne sais pas à quel moment je vais rencontrer le AND.
voyez, parce que بالك أنا راهي le moment 15. Mais imaginons que le 1 est dans un autre fichier, ou là appelle à une autre méthode ou la fonction qui m'a. Dans ce cas-là, en quelque sorte, les instructions, qu'il y a des instructions, oui, je ne peux pas les calculer, je ne peux pas les trouver. Le premier passage, la première itération. Une deuxième itération, où on a les labels taille, on a remplacer d'après en quelque sorte les instructions que j'ai utilisées. Les deux instructions, les deux passages, en quelque sorte, ça prend beaucoup plus quand on fait en quelque sorte la création de l'objet. Il y a deux tableaux, deux tableaux. Le premier, c'est le tableau des symboles. Le deuxième, c'est le tableau de relocalisation. Donc, le premier passage, je détermine, qui marque votre collègue, les adresses des étiquettes seulement. Le second passage, le deuxième, je vais coder les instructions, les faire les références. Là, je pense que quand vous savez, chaque instruction elle est représentée par un code machine. Le code machine, l'instruction. Pour le moment, je le remplacement. On suppose que, par exemple, l'instruction, c'est juste un exemple. La ligne 6, par exemple, le code TAI. Et va sur 32 bits. Donc, ça, c'est un exemple. C'est juste un autre exemple où on le code TAI. Je ne peux pas générer le code parce que je n'ai pas donc, l'instruction, pour juste simplifier la compréhension, l'adresse le 1 va être représentée par des points d'interrogation. Donc, je n'ai pas encore rencontré un de le code TAI. Donc, une fois qu'on a le code TAI, le premier passage, le deuxième passage, on a les points d'interrogation. Donc, c'est bon. L'adresse de 1 va un code binaire pour 15, en quelque sorte. Voilà. Donc là, on a l'adresse de 15 parce que le programme TAI, le deuxième passage, où il y a des points d'interrogation en quelque sorte, je les remplace par la valeur réelle de l'adresse directe. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, monsieur, est-ce que vous pouvez résumer le premier passage, le deuxième passage en une phrase, enfin, genre directement, comme quelque chose qu'on est censé écrire? Comment? Est-ce que vous pouvez résumer vite fait le premier et le deuxième passage? Donc, la réponse, combien de passages? C'est 2 passages. Le premier passage, c'est déterminer les adresses de toutes les étiquettes dans votre programme. Les étiquettes, c'est les labels qui se trouvent à l'endroit. Le second passage, c'est compléter les instructions ou coder les instructions en remplaçant, disons, les variables ou les labels par leur propre ou pour leurs vraies adresses. D'accord, merci. Il n'y a pas de quoi. Maintenant, le 2.2. Le 2.2, on parle de fichiers, on parle de fichiers objets. Donc, comme un programme, généralement, on fait plusieurs, je vais essayer de dessiner quelque chose. Donc, un programme, on fait plusieurs bouts de code ou plusieurs fichiers où il y a point C. Donc, c'est les points C. Donc, chaque point C, il va générer un. Est-ce qu'il y a pas une autre couleur ici? Et on n'a pas de couleur. Mais bon. Donc, chaque fichier .c, donc C, il va être utilisé donc, par le compilateur pour générer un fichier .o. .o, c'est pour object, pour objet. Donc, les fichiers .o, à la fin, l'éditeur de lien Tana, ou le linker, il va les combiner pour générer notre exécuteur. Voilà. Maintenant, si on prend chaque objet, chaque fichier .objet,
Donc, chaque fichier .objet contient les sections, l'entête, le texte, les données, table de relocalisation, table de symboles et informations de débugage. Est-ce que je t'ai des notions sur le cours? Non. Ouais. Donc, il y en a qui ont deux réponses différentes. Quel est non, quel est oui? Est-ce que donc Ben, oui ou non? disons, allez, ouais. Ouais, On les a expliqués. Oui. Très bien. Maintenant, qui peut me rappeler c'est quoi l'entête? C'est justement, ils sont où les autres fichiers objets, en Très quelque bien. sorte. L'entête, en quelque sorte, c'est juste à titre informatif pour informer en quelque sorte votre programme. Deux informations. La première, la position des autres fichiers objets. Ou la première, c'est, la deuxième, c'est la taille de cet objet en quelque sorte. L'objet, la taille. Donc, c'est juste pour avoir de l'information générale. Ensuite, le deuxième point, donc l'entête, si vous voulez noter, donc l'entête, c'est en quelque sorte, c'est un texte qui va indiquer la position des autres fichiers et la taille de notre objet. Le deuxième point, le texte. Donc, le texte, c'est quoi? C'est le code, tout simplement. Le code qui va Très bien. s'exécuter. Voilà, très bien. Si on prend l'exemple, donc, en quelque sorte, là, c'est des informations. On va juste regarder point, oui, un point texte. Juste après le point texte, on a le code. Donc, le code, en quelque sorte, que le compilateur a généré ou là, que nous, en tant que développeur, assembleur, donc, tout ce qu'on va écrire comme code, là, il compte la partie texte. Ensuite, vous avez la partie data ou la partie données. Donc, la partie données, elle contient quoi exactement? Les variables statiques. Très bien. Les variables statiques. Qui peut me dire c'est quoi une variable statique? Une variable statique, c'est pas une variable qu'on peut utiliser dans tous les fichiers. Pas forcément. Un texte, une variable globale. Ma table, elle change pas. C'est une constante, non? D'une façon, elle est en quelque sorte, elle est constante. Oui, c'est vrai, elle est statique, parce qu'elle est statique. Mais c'est pas par rapport à ça qu'on appelle ça statique. Une variable statique, c'est une variable où l'exécution, l'utilisation marche comme une variable dans le code. D'accord. Comme si